Et en fait, on n'est pas là pour changer les tempéraments, on est là pour faire évoluer la maîtrise des comportements. Donc, bosser sur les soft skills, ça sert à mettre en place les bons comportements. Donc, ça n'a rien à voir avec le tempérament. Je ne change pas les gens dans ce qu'ils sont au fond d'eux, je change leur capacité à faire des trucs différemment. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence ? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous ? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Arthur Choukroun, CEO de SkillsDay. Avec Arthur, on échange sur la place des soft skills dans l'entreprise et la formation. On aborde également des principes clés de la pédagogie moderne. Vous allez voir, Arthur est un pédagogue qui aime aller en profondeur dans les sujets et qui a un vrai franc-parler. Cela donne une conversation très libre et sa langue de bois. Bon épisode. Bonjour Arthur. Hello, comment vas-tu ? Ouais, ça va très très bien. Je suis super content Arthur de te recevoir. Alors, on a la chance de se connaître Arthur et figure-toi que ça fait plusieurs mois que voilà que je me dis Arthur doit venir sur ce podcast. Alors, avant que tu puisses te présenter, qu'on puisse discuter, juste quelques mots. On se connaît puisque on est partenaires nous et SkillsDay, mais c'est pas forcément pour ça que j'ai voulu te recevoir dans le podcast. Il se trouve que j'ai eu la chance de participer à une formation que tu as animée, à un parcours que tu as animé, et sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir et voilà. Et on a eu l'occasion d'échanger sur pas mal de thématiques autour de la pédagogie des soft skills sur ces derniers mois. Et tu as une vision voilà qui mérite d'être écouté, d'être entendu. Et moi, je voulais vraiment me servir d'un épisode pour que ce soit une tribune un petit peu pour toi, pour pouvoir parler de ces sujets, qu'on puisse en parler tous les deux librement. Donc voilà, donc bienvenue dans l'entreprise apprenante et je suis très très heureux de te recevoir. Arthur, je vais commencer par les questions traditionnelles, ou en tout cas, je vais te demander de te présenter en quelques mots et me donner quelques événements clés qui ont jalonné ton parcours. Merci, un plaisir partagé. D'abord, Cyril, c'est flatteur tout ce que tu as dit là, donc ça met un peu la pression. Il ne faut pas que je raconte trop de conneries. Mais pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Arthur Choukroun, je suis le CEO cofondateur d'une société qui s'appelle SkillsDay et je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite à Annecy, je travaille à Paris et à Annecy, donc et un peu dans le TGV du coup. Voilà pour ma life, mais finalement je bénéficie un peu de la super qualité de vie d'Annecy et de la vie trépidante parisienne, donc c'est plutôt très cool. Les événements clés de mon parcours. C'est les questions que j'aime pas ça. Mais vas-y, je vais répondre quand même. Tu vois, il y a finalement quand on réfléchit un parcours professionnel, il est lié à des notions qui sont intrinsèques et extrinsèques. Les notions intrinsèques, c'est ce que tu décides toi, tu vois, qui fabrique ton parcours, et l'extrinsèque, c'est tous les événements sur lesquels t'as pas de contrôle. Et en vrai, je pense qu'ils sont aussi super importants. Donc en fait, parce que j'ai envie de t'embêter un peu, je vais te répondre sur 3 éléments extrinsèques que j'ai pas choisis moi, mais je pense qu'ils ont impacté mon parcours. Alors 1988, tu vois, je remonte assez loin là. 1988, un beau matin de l'été 88, ma maman me dit ça y est, je suis marraine, mon filleul est né. Ce filleul, il s'appelle David Raymond, c'est devenu mon associé cofondateur de SkillsDay. Et du coup, nos destins sont assez unis maintenant professionnellement. Et c'est le meilleur directeur commercial du monde. Donc voilà un événement extrinsèque qui jalonne mon parcours professionnel. J'en ai un deuxième rigolo aussi, c'est 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, on est donc en 1999 et c'est le concours de Sciences Po Paris. Tu vois, c'est une grande salle un peu flippante, machin. Et là, je passe ce concours. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un autre mec qui passe le concours en même temps. Ce mec, il s'appelle Emmanuel Macron.
Alors la différence, c'est que lui, il l'a eu et moi, je l'ai pas eu. Et donc là, je pense qu'on est sur un parcours, tu vois, on est sur une notion extrinsèque qui est assez importante aussi. Ouais, je sais pas où j'en serais de ma carrière si j'avais eu ce truc-là. Mais voilà, c'est un élément fondateur. Et puis, allez, dernière date, et j'arrête de t'embêter avec mes histoires bêtes là, mais dernière date, j'ai envie de te dire 2022, parce que en vrai, il n'y a pas de raison que les événements clés de mon parcours professionnel soient uniquement derrière. Donc, tu vois, 2022, on va s'éclater. Là, l'histoire ne dira pas que si tu avais eu Sciences Po et si Macron l'avait pas eu, qu'il serait lancé dans la pédagogie et toi dans la politique. Ouais, on sait pas. Ça aurait pu être un beau bordel. Ok, bon, génial. Je connaissais pas d'ailleurs, tu vois, l'anecdote avec David, donc ça c'est Ouais, génial. on est proche pour de vrai depuis longtemps Depuis longtemps, avec David. Ouais. Génial. Et donc, ouais, j'aimerais maintenant que tu puisses nous dire en quelques mots qui est Skills Day, que vous avez cofondé ensemble avec Susanna aussi. Ouais, David, Susanna, Jessica. Bah écoute, Skills Day, c'est assez simple, c'est un organisme de formation et on tient à cette appellation d'organisme de formation. Alors, on l'appelle organisme de formation nouvelle génération parce que c'est vrai que les gens nous connaissent sur plein d'autres choses que le fait d'être un simple OF et ils nous connaissent beaucoup sur l'agence digitale qu'on est aussi. Mais on est un OF d'abord et on revendique à fond ça. Notre ambition au départ, elle est hyper simple et d'ailleurs c'est toujours la même, c'est dépoussiérer et rendre plus efficace la formation aux soft skills en France. Donc on va et c'est très bien que tu le dises comme ça et que tu le dises aussi simplement. Je reconnais en toi cette qualité de pédagogue et donc on va directement rentrer dans ce sujet des soft skills. Sujet effectivement qui prend une épaisseur très importante dans les entreprises depuis 4-5 ans. Sujet effectivement donc qui prend cette épaisseur parce qu'on voit que voilà les compétences se meurent beaucoup plus rapidement qu'avant et que les compétences naissent aussi. Hein, donc les compétences sont de plus en plus vivantes. Voilà, et elles ont des vies qui sont beaucoup plus courtes et qui sont peut-être encore plus riches. La première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi aujourd'hui une entreprise doit investir dans les soft skills? Ouais, tu vois, alors, bon, après, tu sais à qui tu poses la question. Donc, tu poses la question à Skills Day, qui est un organisme de formation, tu vois, dédié aux soft skills. Donc, a priori, il y a peu de chances que je te dise non, c'est une connerie d'investir sur les soft skills. Donc, ça, c'est le biais de base. Exactement. Mais je t'ai demandé pourquoi, tu vois. Je t'ai pas demandé est-ce qu'il faut, je t'ai demandé pourquoi. C'est-à-dire que tu vois, on est déjà sur les raisons parce que de fait, il faut investir dedans. Ouais, non, mais voilà. Et en effet, c'est bien le cas. Et tu sais, pour paraphraser ce que tu as dit juste avant, l'autre jour, on a eu la chance de vivre un joli moment avec Raphaël Enthoven qu'on avait invité à une table ronde Skills Day à la fin de notre Skills Week. Et on parlait de ces sujets soft skills et hard skills. Et alors lui, avec sa dimension philosophique, donc je reprends ses propos parce que je l'aurais jamais dit aussi bien, tu vois, mais il nous dit la chose suivante, il dit le progrès technique, c'est-à-dire les hard skills hein, finalement, ça progresse à 1000 à l'heure et ça va tellement vite que on sait même pas finalement quels seront les hard skills de demain. Et il est même probable que les hard skills dont on aura besoin dans 10 ans, elles existent même pas encore à l'heure où on se parle. Par opposition au progrès technique, il nous dit que le progrès moral, donc finalement les soft skills, ça n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge. En effet, tu vois, il n'y a pas vraiment de raison de croire que les gens ils sont meilleurs en pensée critique, en écoute, ou que sais-je, tu vois, sur tous les soft skills, qu'il y a quelques temps. Et donc, ce fossé là qui se creuse et qui continue à s'accélérer entre les hard skills et les soft skills, ça c'est le problème. Ça c'est le vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on doit investir là-dessus. Maintenant, si on sort un peu du cadre de la philosophie et qu'on revient à des choses fondamentales, triviales, tu vois, l'entreprise, elle doit investir sur les soft skills de ses collaborateurs parce que tu vois bien le sens de l'histoire et même au niveau législatif, les entreprises, elles sont de plus en plus, on leur fait porter la responsabilité de l'employabilité de leurs collaborateurs. Donc, en fait, dès lors que tu es responsable de l'employabilité de ton collaborateur, tu dois investir sur tout, les hard skills et les soft skills. Juste, il y a pas de sujet, c'est vraiment le sens de l'histoire. Donc ça, c'est la responsabilité même sociétale, tu vois, au-delà du fait qu'on nous l'impose de plus en plus. C'est une belle responsabilité sociétale pour les entreprises.
et puis de manière plus fondamentale sur ce qui intéresse les entreprises à court terme, juste investir sur les soft skills, c'est gage de performance. C'est tout. Moi, c'est ma conviction absolue. Genre, tu veux faire une entreprise performante, tu dois investir sur les soft skills. Il y a juste pas de sujet. Moi, je me mets à la place des entreprises où tu as donné vraiment cette dualité entre soft skills et hard skills. Tu vois, qu'est-ce que je dois aller chercher en fait dans cette formation sur les soft skills pour faire évoluer les gens. Parce que comme tu dis, dans les hard skills, en fait, le progrès technique fait que les évolutions métiers sont très très rapides, alors que dans les hard skills, à la fois, est-ce qu'on écoute plus qu'à l'époque de Platon ou à l'époque de Charlemagne, tu vois? En fait, qu'est-ce qu'on doit aller chercher, en fait? Tu vois? Je vois ta question. Je veux reprendre. Tu vois, on utilise tous, tu as utilisé le terme dualité il y a 15 secondes. En fait, dualité, je sais pas comment il faut appréhender ce terme. Moi, je veux pas opposer hard skills et soft skills. Tu vois, c'est un tout. C'est juste complémentaire. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut pas investir sur les hard skills. Et juste les deux sont hyper importantes. C'est le yin et le yang, tu vois. C'est deux forces opposées et complémentaires qui forment un tout, et ce tout, il est essentiel. Donc voilà pour la dualité. Maintenant, pour revenir à ta question plus profonde, en fait, il y a un truc un peu plus subtil qui se cache derrière la question. Je crois que, tu vois, ce qui pourrait retenir un peu sur les soft skills, ce qui historiquement a un peu retenu d'aller sur les soft skills, c'est finalement, est-ce que l'entreprise, elle a le droit de changer les gens? Ouais, il y a cette question qui se planque derrière et que j'entends souvent plus ou moins formulée clairement, mais il y a ça, tu vois. Je suis qui pour avoir le droit, pour m'autoriser à changer les gens? Parce que c'est vrai que dès lors que tu parles des soft skills, tu touches à un truc un peu plus intime là. En fait, moi j'ai un gros scoop pour toi, mais je voudrais régler ce truc une bonne fois pour toutes. C'est qu'en fait on change pas les gens. Il faut arrêter le gros délire de croire que quand on bosse sur les soft skills, on change pas les gens. En fait, changer les gens, ça voudrait dire changer leur personnalité, changer leur tempérament. Et en fait, on n'est pas là pour changer les tempéraments, on est là pour faire évoluer la maîtrise des comportements. Donc, bosser sur les soft skills, ça sert à mettre en place les bons comportements. Donc, ça n'a rien à voir avec le tempérament. Je ne change pas les gens dans ce qu'ils sont au fond d'eux, je change leur capacité à faire des trucs différemment. C'est de ça dont on parle, et c'est surtout de cela dont on doit parler en matière de soft skills. Moi, les formateurs qui se prennent pour des thérapeutes, ils me font flipper. En fait, il y a plus de place là pour les gourous de la formation parce que ils ont passé 3 diplômes de PNL et qui se prennent pour des médecins. Ils font flipper. Vraiment, ça fait peur. Il y a pas de place pour ça. Les soft skills, ça peut être un truc hyper sérieux. Tu bosses sur des comportements, tu identifies les comportements qui vont générer de la performance et tu bosses dessus. C'est juste ça. Donc voilà, ce qu'on retiendra, c'est que c'est une mauvaise idée de travailler sur les tempéraments. Et les tempéraments, c'est du registre de l'inné, alors que en matière de soft skills, on travaille sur les comportements qui sont du registre de l'acquis. Et c'est une bonne nouvelle, c'est que ça se travaille et qu'on peut progresser dessus. Ouais, je pense que c'est important ce que tu dis parce que il y a peut-être encore des gens qui pensent qu'on peut effectivement changer les gens, et on s'en rend compte de ce que tu dis dans la partie recrutement. Aujourd'hui, quand on parle de recrutement, on parle d'abord de soft skills, enfin on parle de skills, mais on parle de plus en plus de soft skills parce qu'on se dit, est-ce que cette personne, elle va fonctionner? Est-ce qu'elle va être dans la culture? Est-ce qu'elle va comprendre l'orga, la culture, le moule? Et ça, c'est du soft, c'est pas du hard skill. C'est pas savoir si elle sait faire du pain, ou si à un moment donné, elle sait taper sur Excel. C'est vraiment ça. Donc c'est vrai que c'est très important de le dire. Alors tu parles des comportements, c'est intéressant, c'est travailler sur des acquis. Comment on fait, parce qu'on a tous effectivement un certain nombre de comportements sur lesquels on a des zones de progression, mais comment on fait pour bien travailler les comportements et pour faire progresser des comportements sans toucher effectivement à la partie tempérament? Ouais, pour bosser sur les comportements, on voit bien qu'il faut d'abord que la personne ait envie. Enfin, c'est bête, j'enfonce une porte ouverte dans ce que je te dis, mais en fait, c'est ça notre challenge pédagogique aussi. En réalité, pour aller travailler sur des comportements, il faut une sorte de laisser-passer tacite
qui t'est donné par le collaborateur ou l'apprenant. Il faut qu'il accepte, qu'il soit pas dans le déni sur ce sujet-là et qu'il accepte d'aller bosser sur ce comportement. Et donc, on a besoin de générer des prises de conscience. Tu vois, c'est la première clé. Générer la prise de conscience de « Ah ouais, en fait, j'en ai besoin ». Et c'est le premier challenge. Parce que, tu vois, si tu prends un fondamental, une de mes préférées dans les soft skills, c'est l'écoute. Il y a personne qui croit qu'il écoute pas ou qu'il écoute pas bien. D'ailleurs, en moyenne, les gens sont persuadés d'écouter mieux que la moyenne. Donc, ce que je viens de te dire, c'est une aberration mathématique. Mais on voit bien qu'il y a ce sujet-là qu'il faut aller bosser, qu'il faut aller traiter. Donc, on doit d'abord bien travailler sur les prises de conscience. Et ces prises de conscience, donc on est d'accord que là, on est en train vraiment d'aller travailler au cœur on va dire, du système de fonctionnement de l'apprenant, du collaborateur. Et quels sont les outils que toi, que vous utilisez chez SkillsD, les outils sur lesquels tu as vu qui permettaient en fait de générer ces prises de conscience, qui permettaient vraiment d'avoir de l'efficience sur cette prise de conscience? On va loin là, Cyril, avec tes questions pointues. Mais j'aime bien parce que là pour moi, là tu viens me chercher sur l'art du blended learning en réalité. Tu vois, c'est bon. Je crois que la question de est-ce qu'il faut faire du blended learning, on n'en a plus besoin de la poser. La question de comment on en fait bien, là, elle se pose. Et je pense que c'est ça, hein, ta question. Pour générer les prises de conscience dans un parcours blended, on va le faire en plusieurs temps. Il y a des trucs dont on sait que ça marche bien. On a des éléments scientifiques qui nous aident là-dessus. Le seul problème, c'est que les scientifiques, ils sont pas d'accord sur tout. Et moi, je suis personne pour régler ça, donc on va chercher des équilibres. Mais je m'explique. La pédagogie inversée, on sait que ça fonctionne. Et notamment, le fait de faire une légère mise en échec de l'apprenant via un quiz digital en amont d'un présentiel, typiquement, on sait scientifiquement mesurer que ça développe l'ancrage mémoriel. Donc globalement, si je te pose une question sur un sujet, que tu te plantes sur cette question, tu vas davantage écouter la réponse et donc tu vas mieux la retenir, pour faire simple. Ça, c'est établi d'un point de vue scientifique. Donc déjà, ton blended learning, il doit s'appuyer là-dessus. Mais en parallèle de ça, donc là, je suis en train de te dire, petite mise en échec égale ça aide. En parallèle de ça, on a d'autres études qui sont assez géniales, qui montrent à peu près l'inverse. Tu vois, il y a une belle étude qui montre la chose suivante, et il y a même d'ailleurs sur YouTube, on peut retrouver cet extrait qui est assez génial, où tu as une enseignante qui sépare en deux groupes sa classe. Et elle va les soumettre à 3 questions, hein, chacun des deux groupes. La question 2 et la question 3, c'est la même pour les deux groupes. La question 1, en revanche, elle est différente. Le groupe 1, il a une question 1 qui est super fastoche, et le groupe 2, il a une question 1 qui est impossible. Voilà, il y a pas de solution. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est de voir que le groupe 2, qui a été mis en échec sur la première, a en moyenne des moins bons résultats aux questions 2 et aux questions 3. Donc là, tu vois que je suis en train de te dire à peu près l'opposé de ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais une légère mise en échec a des vertus, et là, je suis en train de te dire la mise en échec est catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je vais attendre que les scientifiques s'accordent sur ce sujet. Tu vois, c'est quand même magique. La science, c'est absolument incroyable. N'empêche qu'on va continuer à s'y intéresser, parce que je suis sûr qu'on va sortir des beaux trucs sur les avancées des sciences cognitives et des neurosciences. Donc, on continue à s'y intéresser. En attendant, on doit régler le sujet chez SkillsD. Alors, globalement, comment on fait? On va avoir tendance à utiliser la légère mise en échec justement sur les quiz en amont en digital, au moment où le collaborateur est seul face à lui-même. Et donc, il y a moins de problèmes d'ego parce qu'il n'y a pas le groupe à côté. En revanche, pendant les moments synchrones, là, on va être plus supportif, tu vois, on va davantage aider, on va moins mettre en échec, et on va plus se rapprocher de l'expérience numéro 2. Donc, on a arbitré comme ça, et la subtilité de la conception de nos blended learning, ou l'ingénierie pédagogique de nos blended learning, il repose sur ces notions qui sont donc plus vraiment des notions scientifiques, mais qui sont basées sur nos convictions à date, mais j'exclus pas qu'elles évolueront. Et puis, peut-être dernier point, tu vois, derrière tout ça,
il y a quand même, un truc essentiel. Ça reste, et pardon parce que j'enfonce encore une porte ouverte, mais ça reste l'engagement du collaborateur dans son parcours d'apprentissage. Et donc, engagement ou motivation. Et là, moi, j'aime bien reprendre des fondamentaux là-dessus. Et ça aussi, ça doit driver nos intentions quand on fait de l'ingénierie pédagogique. Les fondamentaux, moi, en matière de motivation, je trouve que le mec qui me parle le plus, c'est Daniel Pink quand il dit autonomie, mastery, purpose. Et tu vois, finalement, un parcours blended learning, il doit être basé aussi sur l'autonomie. Bah, c'est cool, justement. Tiens, il y a des moments où le collaborateur, sur son e-learning ou sur son mobile learning, il va être en autonomie. Le mastery, c'est en fait, bah, évidemment, tu vas aller travailler sur sa maîtrise. Et ça fait écho avec ce qu'on disait un peu plus tôt sur les expériences. Et puis, purpose, tu as intérêt à donner du sens à tout ça parce que les gens, ils ont envie de savoir pourquoi ils sont en train de prendre 3 heures à se former au lieu de traiter leur mail et de s'occuper de leurs clients. Donc voilà, autonomie, mastery, purpose. Si tu gères ça, tu vas probablement générer plus de prise de conscience, à mon avis. Ouais, très bien. Tu vois, je ne connaissais pas et je trouve que ça fait le lien avec le sujet des organisations apprenantes et de Peter Senge, tu vois, sur la maîtrise personnelle, sur le sens collectif et tout ça. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de ramifications. Oui. Donc, j'irai voir la référence. J'irai voir la référence. Ouais, Dan Peak, vas-y. Même, je suis sûr que tu vas trouver des TEDx. Après, ces bouquins sont chouettes. Sauf, tiens, vas-y, je balance un peu. Bon, le mec est une star, mais je vais faire des critiques. J'adore ça. On est là pour ça. Non, mais tu vois, Dan Peak, moi je suis un grand fan. Le mec est absolument canon. Tout ce qu'il a écrit sur la motivation, je trouve ça génial. Regarde sur YouTube ou sur TEDx, tu vas trouver des trucs super là-dessus. En revanche, après, je sais pas pourquoi le mec s'est lâché. Il a voulu faire un truc sur le commerce, tu vois, sur les techniques de vente. Et là, c'est dommage. Tu dis, il est à côté. En fait, mec, c'était pas ta spécialité. Fallait pas y aller. Voilà, là-dessus, il est un peu moins bon. Ok, bon, j'irai voir. Voilà. Et je mettrai un lien ou deux dans les notes de l'épisode. On voit quand même au niveau soft skills que toutes les organisations ne sont pas logées à la même enseigne. Moi, j'y vois quand même, et de ma petite fenêtre, des éléments assez culturels, des organisations qui, un peu comme les organisations apprenantes, sont culturellement efficaces, ou en tout cas ont ce potentiel de faire développer les soft skills de leurs collaborateurs, ont aussi pris conscience avant les autres et ont investi beaucoup plus. Voilà, sont en capacité d'accueillir finalement ce développement de soft skills et donne en fait la capacité à chacun de se dire, écoute, c'est important. Par exemple, on parlait de l'écoute, on parle, je sais pas, du leadership. C'est important que tu développes ton leadership parce que c'est important pour l'organisation. Pour toi, quelles sont aujourd'hui quelles organisations, quel type d'organisations sont matures pour développer les soft skills, et c'est quoi leur trait culturel? Qu'est-ce qu'elles partagent en fait? Si tu vas à l'extrême, tu vois, je pense que tu prends Google, Apple, Amazon, LinkedIn. Ces gens-là, ils sont plutôt matures sur ces sujets, hyper matures sur ces sujets. Je crois par rapport à ce que je lis. Ces gens-là sont pas mes clients, c'est insupportable d'ailleurs. Comme tu vas avoir une super audience sur ton podcast. Le message est passé. Le message est passé. Merci. Hein. Merci Cyril, c'est sympa de m'aider en commerce. Mais sérieusement, encore une fois, sur la base de ce que j'ai pu en lire, ce sont des organisations qui sont particulièrement matures sur le développement des soft skills. Et c'est chouette. Maintenant, ces organisations, quand tu regardes de plus près, elles ont quand même un point commun ou plusieurs points communs. Elles ont de l'argent. Elles sont hyper attractives. Elles payent bien, c'est une réalité. Et elles ont les moyens de recruter les meilleurs du monde. Donc, globalement, elles ont déjà les meilleurs sur les hard skills. Donc, en fait, il leur reste plus qu'à investir sur les soft skills parce que pour un peu qu'elles aient compris l'essentiel, c'est-à-dire que les soft skills, ça génère la performance, surtout quand tu as déjà les hard. Et surtout, et ça les concerne beaucoup, en particulier dans la Silicon Valley, quand tu sais que quand tu développes les gens, tu génères de la rétention. Et que la rétention, c'est quand même le sujet number one chez eux. Et tu comprends bien qu'elles ont vite été matures pour investir dans les soft skills.
Euh, les autres ont un peu plus traîné, quoique, tu vois, je veux pas rentrer dans les clichés absolus parce on voit des belles choses. Euh, c'est vrai qu'il y a encore je vais balancer, mais là, je vais pas balancer de nom. Mais dans le CAC 40, dans les fleurons de l'industrie française, il y en a qui sont un peu à la ramasse. Mais il y a aussi des très belles boîtes françaises qui nous ont pas attendus pour investir sur les soft skills. Tu vois, je crois savoir que chez BNP Paribas, ça fait un moment qu'ils ont mis en place pas mal de choses sur le mindfulness. Ils le font pas avec SkillsD, c'est pas très grave. Ce serait mieux de le faire avec nous, mais en tout cas ils le font. Et donc ça prouve bien que il y a eu des switches qui se sont faits. Tu vois, a priori. Toujours un peu dans les clichés, tu te dis, est-ce qu'un établissement bancaire va travailler sur la méditation? Alors, en première intention, tu te dis non. Voilà, bon, ben, ils le font et c'est chouette. Ils ont compris que c'était bien de développer les collaborateurs. Donc, culturellement, il y a ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient tout petits, et puis les autres, ils rattrapent. Ils rattrapent tranquillement. Mais tu as raison, à mon avis, de dire qu'il y a un biais ou il y a un impact culturel. Et après, bah, il y a des boîtes où c'est compliqué culturellement. Il y a des cultures de boîtes et tu vois, je suis obligé de le dire parce que sinon on couvrirait pas vraiment le sujet. Il y a des boîtes avec lesquelles il fait pas bon travailler, c'est pénible. Quand tu as des cultures de sale con, c'est compliqué de travailler sur les soft skills. Mais tu vois, bah, tu prends juste un truc qui est essentiel, qui est le droit à l'erreur. En fait, quand tu es dans des cultures de boîte où globalement, tu en prends une dès que tu en mets un peu à côté, travailler sur les soft skills et se mettre un peu en danger là-dessus, personne ne va oser y aller. Donc après, ça pose la question de comment faire en sorte d'arrêter d'être des sales cons. Et là, bah, c'est pareil, moi, je sais pas faire. Tu vois, c'est des trucs. C'est pas que j'aimerais bien. Hein, j'adorerais avoir la formule magique, mais c'est la limite de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en même temps, c'est sain. Nous, on est capable de travailler sur des comportements. Voilà, on change pas fondamentalement les gens et leur personnalité. C'est pas le sujet. Il faut pas attendre ça des formations sur les soft skills. Ok. Et ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que finalement, des entreprises sur lesquelles il y a une espèce de bloc hiérarchique un peu monolithique avec peu de place tu l'as dit, au droit à l'erreur, peu de place à la responsabilisation, à l'autonomie, avec peu de place aussi au libre arbitre, au libre choix. En fait, c'est des boîtes sur lesquelles si tu arrives, faut leur dire, écoutez, on va vous parler d'écoute active ou on va vous parler de leadership, ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est ça que je te dis. Et en même temps, je me rends compte, quand je t'entends reformuler, que je suis un peu dans le cliché. Donc, je vais le rétablir avec un exemple. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont énormément d'humilité sur ce sujet-là et qui se disent ah ben nous en soft skills on n'est vraiment pas bon et des fois à tort parce que des fois ils sont pas si nuls que ça, mais qui sont hyper humbles par rapport à ça. Tu vois, et là on peut balancer un joli nom, mais je travaille beaucoup avec Veolia et chez Veolia ils te disent tout le temps mais ouais nous on est des ingénieurs, on a une culture d'ingénieurs et nous les soft skills on part de très loin. Bon, bah en tout cas, je sais pas d'où ils partent, mais ce que je peux te dire, c'est qu'ils investissent beaucoup et qu'ils font des très belles choses. Donc il y a aussi ça, tu vois. Je voudrais pas qu'on retienne l'espèce de cliché qui dit que il y a des boîtes, elles sont comme ça culturellement, ça bougera jamais. Non, il y a des boîtes qui sont très humbles et qui ont envie d'y aller, qui ont compris qu'il fallait y aller et step by step, ça bouge. Mais de toute façon, la bonne nouvelle, je sais que tu le constates aussi chez nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience généralisée là-dessus et que les boîtes y vont. Ouais, tout à fait. C'est qu'en fait, les organisations bougent et qui permet en fait aux soft skills de rentrer, ou en tout cas de pénétrer beaucoup plus efficacement en fait l'organisation. C'est ça en fait, c'est que l'organisation n'est pas monolithique et l'organisation aussi doit évoluer dans ses comportements et dans son état d'esprit pour pouvoir donner le potentiel, quoi. C'est-à-dire ça ne suffit pas. Le propos que je voulais tenir aussi, ça ne suffit pas d'investir dans les soft skills si l'organisation elle est pas prête à les recevoir. Tu vois, et je pense que c'est un peu
on se disait ensemble. Donc, la première chose à se dire, c'est si tu veux développer, enfin, c'est soit le changement que tu veux incarner dans le monde, quoi. Si tu veux que tes collaborateurs aient du leadership toi-même, quoi, et montre leur la voie. Non, mais tu vois, c'est un peu ce qui arrive dans certaines boîtes, quoi. C'est-à-dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. Donc, et je pense que sur les soft skills, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Euh, J'aimerais maintenant qu'on en vienne à ta vision de l'évolution de la pédagogie. Tu sais, il y a un truc qui est assez intéressant dans les salons professionnels, puisque tu en fréquentes et moi aussi, notamment tous ces salons autour des RH de la formation. Il y a un sujet qui est là depuis quelques années, et on en a connu des sujets qui est à la fois assez important et à la fois tu te demandes si tu vois si c'est en fait un sujet qui va rester, qui va progresser, ou si finalement c'est une espèce de lubie sur lequel tout le monde se dit c'est le saint graal et ça va pas fonctionner. Je veux parler en fait de l'adaptive learning avec beaucoup de promesses pour arriver à individualiser le parcours de l'apprenant, tu vois. Et ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de monde qui parle, il y a beaucoup de boîtes qui sont positionnées, il y a certainement de très belles choses qui sont là-dessus, mais je voudrais un peu avoir ton avis sur ce sujet parce que voilà, j'ai le sentiment que pour l'instant, il y a beaucoup de bruit. Tu sais quoi, je suis inquiet, Cyril, parce que là, on parle comme des vieux qui ont vu passer plein de sujets sur la formation, avec quelques sujets qui restent et beaucoup de sujets qui partent. Pour le coup, l'adaptive, je crois vraiment, et pour avoir étudié ça il y a quelques temps, et m'être intéressé à la formation de demain, ouais, moi je suis convaincu que l'adaptive, c'est un truc qui va rester. Il y a pas trop de sujets. Toutes les études très sérieuses, plus que ce que je pourrais jamais te raconter moi, tentent à montrer que la formation de demain, elle sera plus informelle, plus sociale, quand c'est quelque chose, et plus personnalisée, donc l'adaptive. Je crois que ça, c'est les trois grands piliers, et on doit pas beaucoup se tromper quand on dit que ça, c'est les trois piliers de la formation de demain. Plus informelle, plus sociale, plus adaptive ou plus personnalisée. Maintenant, sur l'adaptive, concrètement, c'est sûr que le one size fits all, il marche pas, et surtout les gens n'en veulent plus et le trouveront de moins en moins acceptable. Tu vois, aujourd'hui, tu fais n'importe quelle requête sur Google et tu as une réponse hyper précise et adaptée à ton besoin immédiat. Les générations de demain, je le vois avec mes enfants, elles comprendront même pas que tu puisses leur proposer un parcours de formation qui est trop générique et qui est pas adapté à leurs problématiques individuelles et immédiates. Donc, on sait que l'adaptif, ça marche. En plus, on a aussi des jolis chiffres. Les chiffres qui circulent, c'est entre 10 et 20% de connaissances en plus grâce à l'adaptive learning. Et tu vois, 10 ou 20%, le gain est appréciable quand tu sais l'argent qu'on dépense dans la formation. Maintenant, il y a deux notions complémentaires et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que toi et moi, historiquement, on pouvait trouver que c'était un peu du bruit, l'adaptive. C'est parce qu'on fait pas la distinction entre deux notions. Pardon, je vais parler aux experts là, mais en gros, tu as le macro-adaptive et tu as le micro-adaptive learning. Le macro-adaptive learning, c'est l'individualisation du parcours. Ça signifie que, en fait, tu disposes de briques ou d'objets de formation et que tu les adaptes ou t'adaptes le parcours de chaque individu en fonction de ses besoins par rapport à des briques préexistantes. Donc, j'ai plein d'objets de formation à ma disposition, je les assemble pour composer un parcours individuel. Ça, c'est le macro-adaptive learning. Le deuxième, et ça, le macro, globalement, on le fait déjà, tu vois. Appel Skills Day, c'est facile, on va te le fabriquer assez vite, assez fastoche, ton parcours en macro. Le deuxième, c'est le micro-adaptive learning. C'est l'adaptation des contenus, ou de la profondeur, ou de la complexité du contenu pour s'adapter au niveau de ton apprenant, à son besoin, à ses réflexes individuels d'apprentissage. Bon, alors là, tu comprends bien que ça devient beaucoup plus chaud. Donc là, tu es dans une adaptation qui est hautement individualisée, qui est capable de proposer à chacun des exercices personnalisés avec des questions variables selon la réceptivité cognitive de l'apprenant. Donc, si tu veux, pour obtenir cette puissance de personnalisation, on va s'appuyer demain, mais on commence déjà, je vais en parler, sur l'intelligence artificielle, sur les sciences cognitives. Et ça, c'est pas de la science-fiction, tu vois. Il y a déjà des entreprises qui s'engouffrent dans ces approches et les solutions techno existent déjà et elles continuent largement à se développer. On sait qu'il y a plein de recherches, plein de levées de fonds qui sont en train d'être opérées en ce moment même sur ces thématiques. Mais c'est pas parce que ça commence à exister que c'est mature et que c'est généralisé.
Alors maintenant, les questions et les problèmes que ça pose. D'abord, les problèmes techno. Pour faire de l'adaptive learning, il faut être équipé des technologies qui permettent, qui embarquent des algorithmes puissants, véritablement efficaces. Et ce que je te disais, c'est que tout le monde est loin d'être équipé. Et en plus, les technos, elles vont encore largement progresser dans les prochaines années et il faudra continuer à le suivre. Mais si tu me demandes mes convictions, Cyril, c'est le sens de l'histoire. Ça, j'en suis sûr. Premier problème. Donc, le premier sujet, je te disais, c'est les technos. Le deuxième sujet, c'est les contenus. Pour assembler des briques de contenu, il faut disposer des contenus. C'est évident. Mais on parle de bons contenus, des contenus modernes, des contenus pertinents, au bon format, avec la bonne diversité d'activités pédagogiques. Et donc là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que bénéficier de tous les bons contenus qui vont bien pour faire un parcours adapté, ça coûte des sous. Et donc la limite, et moi je le vois avec certains clients, quand ils me disent je veux faire de l'adaptive, ouais super, ça veut dire que en réalité ce que tu vas acheter c'est pas un seul contenu, mais potentiellement c'est 3 ou 4. Et là bizarrement, quand on voit la facture, ils ont tout de suite un poil moins envie de faire cette adaptive là. Donc, si tu veux, ça marchera vite et bien, et ça marche déjà vite et bien quand on s'appuie là sur des contenus sur étagère qu'on va ensuite légèrement personnaliser. Mais si tu dois partir from scratch, ça coûte un pognon monstrueux. Il y a des entreprises qui ont les moyens de le faire, mais il faut avoir donc les moyens et le temps. Et le temps de développement, il doit être pris en compte aussi entièrement là-dessus. Ma question était volontairement un petit peu provocatrice. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire de plus, c'est pour adapter les parcours et les contenus aux besoins individuels. Donc, c'est lié aux besoins individuels et c'est aussi lié aux besoins de l'entreprise. Et donc, ça pose la grande question qui est pas totalement réglée de c'est quoi les drivers du succès dans mon entreprise ? C'est quoi les compétences que j'ai besoin véritablement ? Tu vois, est-ce que j'ai les idées extrêmement claires sur les compétences qui vont générer de la performance dans mon entreprise ? En fait, tu vois, on fait souvent des raccourcis là-dessus, mais c'est une question qui est complexe. Et déjà, si tu pars sur la mauvaise base, tu vas faire de l'adaptif sur la mauvaise base. Et donc, le casque magique qu'on met sur la tête de l'apprenant et qui te dit ce dont il a besoin, il n'existe pas encore. L'algo magique qui te dit aussi les gaps que tu as besoin de combler au sein de ton entreprise, elle n'existe pas encore. Donc en fait, on a encore beaucoup de progrès à faire pour que l'adaptive soit hyper puissant. Mais c'est prometteur, il faut continuer à y aller selon moi. Et voilà, je t'ai interrompu du coup, je voulais me dire un truc. Ouais, je disais mon propos liminaire était volontairement provocateur, mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, tu nous donnes en tout cas à réfléchir, ou en tout cas tu donnes deux cases avec du macro et du micro, où le macro finalement il est déjà là et il y a déjà des solutions, voilà, même si elles méritent d'être de progresser. Et puis le micro, ça vient aussi effectivement de la puissance de la technologie, de l'appropriation de la technologie par les entreprises qui permettront en fait d'aller beaucoup plus dans le micro. Et tu as parlé de la technologie, tu as aussi parlé des moyens qu'il faut en face. Et voilà, et tu as aussi ouvert le sujet que je trouve ultra intéressant, c'est-à-dire OK, on parle d'adaptive learning, mais globalement, de quoi on a besoin? Donc, on va pas ouvrir ce chapitre parce qu'on ferait 2 heures là-dessus. De quoi a besoin on ferait du strategy workforce planning, quoi, tu vois? De quoi a besoin la boîte dans les 3 ans à venir pour que je mette, en fait, des contenus à disposition et que chacun puisse s'en saisir selon son contexte, selon son niveau, selon tout ça. En tout cas, je trouve que ça tire en tout cas une belle ficelle au niveau stratégique. Alors, du coup, Cyril, si tu m'autorises, excuse-moi, Cyril, si tu m'autorises sur les ficelles, il y en a une dernière qu'on n'a pas évoquée. On aurait même dû commencer par ça, mais pareil, on va pas la régler là tout de suite, sauf si tu as 3 heures devant toi, et même si on a les 3 heures, je suis pas sûr qu'on la règle. Mais tu vois, il y a ce bon vieux sujet fondamental. Je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux. C'est la question de en fait, déjà, sur quoi tu bosses? Est-ce que tu bosses sur les points forts des gens ou est-ce que tu bosses sur leurs points d'amélioration? Et tu vois, là, culturellement, il y a encore des trucs à régler. Ça fait longtemps maintenant qu'on sait que c'est malin de travailler sur les points forts des gens. Tu vois, les sportifs de haut niveau, ils passent 80% de leur temps à l'entraînement à travailler sur leurs points forts.
quand est-ce que dans l'entreprise, on sera capable d'accepter d'être des sportifs de haut niveau de l'entreprise? Tu vois, c'est quand même incroyable. Il y a que dans l'entreprise où tu recrutes un mec sur ses qualités et tu passes ta vie derrière à lui mettre des coups de pied au cul sur ses défauts. En fait, arriver à changer notre mindset là-dessus. Et moi, le premier, tu vois, ça fait 10 ans que j'ai conscience de ça et ça fait 10 ans que je me remets des coups de pied aux fesses parce que on a un ancrage culturel à travailler sur les défauts qui est quand même relou, vraiment. Et donc, ouais, alors voilà. je ne peux que, je ne c'est peux mon que cri du cœur, Cyril, je voulais te le dire. Ouais, non, mais non, t'as totalement raison, et tu te dis finalement, c'est presque un réflexe, en fait. C'est le réflexe de se dire, non, mais là, sur ce sujet, la personne là, elle manque un peu de, elle manque un peu de, elle manque de méthode, il faut qu'on la développe, donc on va lui faire une formation sur ça. Alors que souvent, d'une part, ça l'ennuie. D'autre part, elle n'a pas envie de ça. Alors effectivement, pour certains, c'est important d'arriver à un certain niveau. Mais par ailleurs, on a plein de qualités, plein de talents sur lesquels, en fait, on se repose dessus et on reste dans notre zone. On reste dans notre zone de confort sans aller dans notre zone de génie, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, sans faire de la philosophie, je pense qu'on a tous, à un moment donné, une zone de génie quelque part, et il y a quelque chose où on peut potentiellement être très fort. Et voilà, c'est pas que des méta-compétences, voilà, ça peut être des micro-compétences sur lesquelles on peut être très très bon, que ce soit du soft ou du hard. Et ça, en fait, effectivement, on va pas le chercher. Et peut-être que le trésor, il est là, finalement, des compétences dans la boîte, c'est de se dire, bon, dites-moi là où vous êtes fort. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois des boîtes, c'est intéressant, tu vois des boîtes qui demandent à leurs collaborateurs, c'est quoi vos compétences au-delà de vos compétences métiers? Est-ce que toi tu fais de la guitare? Est-ce que toi tu es artiste? Est-ce que toi tu connais le cinéma des années soviétiques des années 70? Pourquoi? Parce que finalement le fait de connaître ça, en fait, ça génère c'est des choses qui sont peut-être en dehors, mais qui finalement peuvent être réattribuées, réexploitées dans le cadre de l'entreprise, et qui génèrent finalement beaucoup de valeur. Et tu vois, merci pour avoir levé la main, voilà, et ce cri du cœur sur ce sujet, parce que globalement, on n'y pense jamais. Donc voilà, et notamment même de le faire également pour moi et pour mes équipes. Notamment même. Le temps passe, mais je voudrais vraiment qu'on arrive sur un dernier sujet qui est que tu as un petit peu abordé, parce que en vrai, tu as parlé un peu d'argent. Et dans la formation, tu sais que cette notion de financement et d'argent est quand même assez importante. On met beaucoup, beaucoup d'argent dans la formation. Et à mon sens et à mon goût, et encore une fois, je veux pas être dans quelque chose de négatif, mais c'est un constat qui est partagé par l'ensemble, on va dire, du métier. On met pas beaucoup d'argent sur la mesure de la performance. Et vu que, bon, historiquement, on vient d'une obligation légale, donc voilà, donc on a une culture là aussi sur la formation. On arrive maintenant dans une culture de la performance, du développement de la compétence. Enfin, je veux dire, il faut pas s'y méprendre. Même la fédération qui s'appelait la fédération de la formation est arrivée sur les acteurs de la compétence. Donc on voit qu'il y a un vrai shift, il y a un vrai changement. On l'a pas réglé, ce sujet de la mesure de la performance, on va pas le régler là, mais c'est quoi, où on en est pour toi, et où on peut aller, quoi? Où on en est du point de vue scientifique. Enfin, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi, mais si tu veux, n'en déplaise à certains, depuis Kirkpatrick, c'est-à-dire depuis 50 ans, d'un point de vue théorique, on n'a pas beaucoup progressé. Tu vois, Kirkpatrick, Phillips, on essaye d'ajouter des étages à la pyramide de Kirkpatrick, mais globalement, les modèles théoriques pour mesurer la performance d'une formation, ils n'ont pas beaucoup évolué. Ce qui évolue quand même dans le bon sens, c'est la prise de conscience de l'intérêt pour ce sujet, de l'importance de ce sujet. En fait, il y a quelques années, tu avais, tu vois, le cliché absolu, le directeur commercial qui rentrait dans le bureau du DRH et qui disait, bon, tu me les formes aux techniques de vente parce que vraiment, ils sont nuls, hein, voilà. Et puis vas-y, et on faisait un chèque à ses gosses, et puis on était tous contents. Et puis, directeur commercial, il se gardait bien, hein, de participer lui-même à la formation, tu vois. Touche pas à ça. Donc là-dessus, ça a vachement progressé. On est vachement moins dans ces dynamiques-là.
et on s'intéresse de plus en plus à la mesure de performance et à l'accompagnement. Le truc, si on garde comme référentiel Kirkpatrick, c'est que tout ce qui est en bas de la pyramide, c'est facile à faire et finalement, c'est l'organisme de formation qui gentiment va faire les mesures pour toi et te les livrer en te donnant un joli reporting. Donc là, tu n'as pas grand-chose à faire et c'est fastoche. Donc de la data, finalement, on en a. Avant, la seule data qu'on avait, c'est est-ce qu'ils sont contents. Globalement, on faisait les fameuses feuilles d'éval à la fin et puis voilà, on récoltait la data de ouais, ils ont bien aimé. Super, c'est la base de Kirkpatrick. Après, a priori, si un mec a bien aimé sa formation, il y a plus de chances qu'il l'applique sur le terrain. On sait que ça suffit pas. Donc les levels d'après, c'est est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il a retenu. C'est quand même pas mal. Et là, ça c'est fastoche et surtout avec le digital maintenant, on le systématise. On le systématise assez facilement. La question de récolter de la data sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu. Après, et c'est plus déclaratif, mais c'est pas grave. Le level d'après, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et là, c'est facile d'interroger les gens sur ce qu'ils ont mis en place. Et là aussi, tu peux l'externaliser à l'organisme de formation qui va le faire pour toi. Et puis après, dans certains cas, sur certains sujets, on peut aller plus loin sur, OK, ils l'ont mis en place, chouette. Maintenant, qu'est-ce que ça a vraiment rapporté à l'entreprise, tu vois? Et là, on parle du vrai ROI. Et là, à un moment donné, c'est pas l'organisme de formation qui va être dans les tableaux de bord de reporting du client. Et là, il faut que le client s'investisse lui-même dans cette mesure-là. Donc, ça dépend de leur envie, de leur maturité à y aller et à le faire. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile, tu vois, tu fais une formation à la négociation, tu fais une formation aux techniques de vente, tu peux à peu près mesurer l'impact de ta formation économiquement. Si j'envoie un collaborateur se former à l'italien, c'est quand même beaucoup plus indirect en matière de ROI. Je te dis pas qu'il faut pas le faire, et je pense que ce serait une connerie de pas le faire, surtout si le collaborateur en a envie. Mais c'est vachement plus difficile de mesurer le ROI. Donc la data, il faut continuer à la récolter intelligemment. C'est le nouveau pétrole de notre monde, et il faut continuer à aider nos entreprises clientes, les tiennes, les miennes, à aller davantage encore vers la mesure de perf, parce qu'il y a encore plein de choses à faire sur ces sujets. Ouais, clairement. Et je pense que là, pour le coup, on est vraiment. Enfin, voilà, avec aussi la démocratisation de la data, on est au début du chemin. Et je pense que moi, je m'intéresse vraiment à ce sujet depuis longtemps parce que je trouve que ouais, parce que je trouve, peut-être pas frustration, mais je trouve qu'il y a tellement de belles choses à faire et que ça peut être vraiment un vrai tremplin aussi pour que la formation et les compétences soient le cœur ou l'un des poumons de la boîte, ce qui est de plus en plus, mais on vient quand même d'un monde où la formation était aussi à un moment donné une obligation légale sur lesquelles, selon les organisations, je ne fais pas de généralité, mais on était plus ou moins soit au centre, soit en périphérie, quoi. Et moi, j'ai envie qu'on soit plutôt au centre et qu'on laisse la périphérie, voilà, aux autres. Arthur, merci beaucoup pour ce temps et surtout pour toutes ces échanges. J'ai vraiment apprécié, voilà, parce que encore une fois, dans l'entreprise apprenante, on a plein d'invités différents avec des visions. Là, on est allé sur des sujets autour des soft skills et la pédagogie qu'on a traités, mais pas encore beaucoup. Et les soft skills, on les avait pas traités. On avait traité quelques sujets de pédagogie et je trouve très intéressant pour aussi voilà, donner matière à penser à nos auditeurs. Merci beaucoup Arthur, et puis je mettrai bien sûr les notes de tout ce que tu as dit dans les notes de l'épisode. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.